Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, mardi 24 mars 2020, on se retrouve dans notre cours du mardi matin pour une petite vidéo qui vous présentera un petit peu tout ce qui a été fait au niveau des maths jusqu'à maintenant, puisqu'on se rapproche petit à petit du devoir. Alors je vous avais dit qu'il y aurait un direct pour le bilan du TP Excel et ensuite une vidéo pour la correction d'exercices physiques. Au final, petit changement de plan, il y aura tout dans cette vidéo. Donc pas de direct ce matin, uniquement cette vidéo pour faire tout ensemble. Ce sera beaucoup plus simple, surtout qu'au niveau du TP Excel, il n'y a pas grand-chose à dire pour l'instant et je vais vous expliquer pourquoi. Bien, donc on va déjà commencer par le bilan de la semaine précédente. Donc la semaine précédente, on a surtout travaillé sur les mathématiques, puisque on a avancé dans l'activité sur les calculs commerciaux. Donc, on l'avait commencé en classe, celle-là. La semaine dernière, on a corrigé les applications que vous avez normalement fait. À ce sujet, et c'est quelque chose qui est assez récurrent pour l'instant, je n'ai pas de retour de votre part. Ce qui me pose un souci, puisque si je n'ai pas de retour de votre part, je ne peux pas savoir si vous avez travaillé, si vous avez compris, s'il faut qu'on passe plus de temps, ou si les choses sont acquises et que vous êtes prêt à avancer. Donc je pense que pour certains d'entre vous, si vous allez regarder votre messagerie, elle risque d'être remplie de messages de votre professeur de maths préféré, c'est-à-dire moi. Puisque je vous relance régulièrement pour savoir où vous en êtes, savoir si vous avez compris, etc. Le but n'est pas de vous évaluer et de vous noter, mais simplement de m'assurer que vous n'êtes pas complètement perdu à pas savoir quoi faire. Donc voilà, je vous encourage, notamment sur ce chapitre calculs commerciaux, à me faire part de ce que vous avez fait, et en particulier pour le TP Excel. TP Excel, ça, je vais en reparler dans le tableau suivant, mais vraiment important que vous m'envoyiez votre TP Excel terminé afin que je puisse voir ce que vous avez fait. Parce que là, une des raisons pour lesquelles j'ai pas grand-chose à vous dire en plus sur TP Excel, c'est tout simplement que je n'ai pas vu de TP Excel fait par des élèves, sauf pour une personne. Donc du coup, je peux difficilement vous faire un bilan du TP Excel si je ne sais pas ce que vous avez fait ni où vous avez pu bloquer. Donc franchement, entraînez-vous dessus. Je le ramasse pas pour vous noter, je ramasse simplement pour voir ce que vous avez fait. Soyez rassurés là-dessus. C'est pas là pour mettre des notes ou quoi que ce soit. Donc si vous y arrivez pas, vous m'envoyez un message simplement pour me dire que vous êtes bloqué, que vous n'y arrivez pas ou je ne sais quoi. Mais ne faites pas les hommes invisibles et n'hésitez pas à communiquer dans cette période. Bien, donc ça c'est ce sur quoi on avait travaillé essentiellement la semaine dernière. Donc je terminerai par vous dire ceci, c'est vraiment le plus important, utiliser les moyens de communication. Il y en a pas mal, le mail, la messagerie, le Discord. Je veux dire, c'est pas ça qui manque. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez, m'envoyer un mail, m'envoyer un message sur mon bureau numérique, me parler par le Discord, interagir sur le chat lors des vidéos, lors de leur première diffusion quand elles sont en direct. Tout ça, vous pouvez le faire. Vous pouvez même mettre des messages dans les commentaires sur YouTube, je les vois aussi. Donc voilà, vous avez le choix, mais c'est vraiment indispensable que vous communiquiez. Ne faites pas
Les invisibles, soyez acteurs pendant cette période, comme en classe. Hein. C'est pas parce qu'on ne se voit pas directement que c'est bon, il n'y a rien à faire. Voilà. Ce sera d'autant plus facile pour vous de reprendre si vous avez participé activement pendant cette période. Et dernière chose à ce sujet, je vous ai envoyé un message auquel j'aimerais bien avoir une réponse. Donc, appel au cas où, regardez votre messagerie et répondez à votre professeur de maths favori. Donc voilà pour ce que j'avais à vous dire par rapport à ça. Donc on va maintenant passer au bilan du TP Excel. Alors ceci n'est pas une correction. Hein. Je précise bien, la correction on l'a faite entre guillemets ensemble. En tout cas je l'ai faite et vous l'avez regardée normalement vendredi dernier. Donc, en toute logique, pour faire votre TP Excel, il suffit de recopier la correction. Donc, voilà, il n'y a aucune raison que je n'ai pas les TP Excel, encore une fois. Ceci étant dit, voilà, on ne demande pas non plus, j'attends pas forcément que vous maîtrisiez tout sur le bout des doigts, mais c'est vraiment important que vous essayez de le faire chez vous, surtout un travail comme ça sur logiciel, vous avez tous votre ordi perso, vous prenez Excel ou vous prenez LibreOffice le tableur ou OpenOffice le tableur ou ce que vous voulez, un tableur et vous le faites. N'importe quel tableur fait l'affaire. Ce que j'ai constaté sur les TP Excel que j'ai vus. Enfin, quand je dis les, c'est le, puisque pour l'instant, comme je vous ai dit, j'en ai vu qu'un. Donc, souvent, vous avez des problèmes de formules. Alors, quand je dis problème de formule, c'est soit que vous rentrez les mauvaises formules dans les mauvaises cases, soit que vous rentrez les bonnes formules mais pas dans les bonnes cases, soit que vous rentrez une formule parce que vous l'avez recopiée sur une correction, par exemple, et que, comme vous ne l'avez pas mise dans la même case, ça marche pas. Donc voilà, pensez qu'à chaque fois que vous rentrez une formule, elle doit avoir un enchaînement logique. On l'a déjà travaillé en classe. Si ça vous pose vraiment des soucis, il est important que vous m'en fassiez part de ça. Si vous ne savez pas comment rentrer une formule, qu'est-ce qu'il faut rentrer, comment la créer, tout ce genre de choses, il faut que vous me le fassiez savoir. On l'a vu en classe, donc moi je pars du principe que vous maîtrisez, mais si c'est pas le cas, dites-le, n'hésitez pas. En dehors de ça, bon, j'ai pas vu d'autres gros soucis. Après, l'analyse de tickets et transcrire un ticket en tableur, ça va. Établir une facture sur le même modèle, ça a été plutôt bien. Donc, voilà ce que je pouvais dire par rapport à ce TP Excel. Donc on passe maintenant à la correction des exercices de physique et on va commencer par l'activité 2 qui était page 1 de votre PDF activité et exercice mouvement. Donc c'est un PDF que vous avez récupéré sur le partage de fichiers avant la fermeture des établissements scolaires. Si vous ne l'avez pas, il est dans l'espace documents de mon bureau numérique et si vous ne le trouvez pas, vous m'envoyez un mail. Donc l'adresse est dans la partie communauté de la chaîne ou dans la partie à propos. Donc il faut cliquer pour les informations commerciales, mais c'est bien mon adresse mail que vous trouverez. Me signaler que vous n'avez pas la fiche, le PDF, et puis je vous l'envoie. Vous pouvez aussi me demander sur le Discord si vous êtes dessus. Donc pour des raisons de droit, je ne peux pas vous mettre dans la vidéo directement les énoncés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous les résumer de façon orale et on mettra uniquement la correction dans l'énoncé avec tous les éléments qu'il vous faut pour comprendre. Donc ça veut dire que cette vidéo, elle vous sera utile que si vous avez l'énoncé en tête
Donc soit vous avez l'énoncé ouvert à côté de la vidéo, soit vous avez fait l'exercice, ce qui est beaucoup mieux. Et comme ça, vous avez juste à comparer ce que vous avez fait avec ce qui sera affiché sur la vidéo. Dernière chose, la correction est à prendre dans le cahier si vous vous êtes trompé. Donc lors de la première diffusion de la vidéo, vous ne pouvez pas mettre sur pause. Par contre, si vous la regardez plus tard, vous pourrez tout à fait mettre sur pause, aller en arrière, revenir, aller plus vite si vous voulez. Donc vous aurez tout loisir pour prendre la correction dans de bonnes conditions après le premier visionnage de la vidéo. Donc voilà qui est dit. Maintenant, on passe à la correction en elle-même. Donc l'activité 2 de la première page. On était dans une situation où il y avait une histoire de skateboard, où on avait Sarah qui était sur un skateboard et qui avançait en ligne droite, et elle croisait Axel qui était au téléphone sur le bord de la piste arrêté. La question 1, petit A, nous demandait qui se rapprochait de qui. Puisque, en fait, il s'avérait que Sarah pense qu'elle se rapproche d'Axel, et Axel, il pense qu'il se rapproche de Sarah. Alors, on serait tenté de dire, parce que c'est comme ça qu'on voit les choses, que c'est Sarah qui se rapproche d'Axel. Mais en fait, qui se rapproche de qui ? En fait, les deux se rapprochent. En fait, tout dépend du point de vue qu'on prend, en fait, et c'est encore le problème du référentiel. Dans un référentiel terrestre classique, si on prend un point fixe sur Terre, ce serait Sarah qui se rapprocherait d'Axel. Donc c'est plutôt dans ce sens-là qu'on va orienter la réponse, en disant que c'est Sarah qui se rapproche d'Axel dans un référentiel terrestre qu'on pourra prendre comme un point fixe sur le bord de la piste. Donc c'est bien important de préciser l'histoire du référentiel, puisqu'on a vu en classe que y avait cette question-là qui était importante. La question B, la planche du skate est-elle en mouvement ? Là, ça dépend du référentiel. Elle est immobile par rapport à Sarah, et heureusement, sinon Sarah elle finirait par terre. Par contre, par rapport à Axel, elle est en mouvement. Donc, planche du skate est-elle en mouvement ? Eh bien, cela dépend du référentiel. Après, encore une fois, si on prend un référentiel terrestre fixe, elle est effectivement en mouvement. Donc, tout est une question en mécanique du point de vue, de quel endroit on observe, qui observe, quel référentiel on prend. Tout ça va changer considérablement les réponses que vous apportez aux questions. Donc il est vraiment important dans ce chapitre de rédiger vos réponses, d'expliquer votre point de vue, parce que sinon vous ne pourrez pas réussir. C'est vraiment un chapitre où répondre par oui ou non ne rapporte rien, puisque c'est le genre de choses qui ne marchent pas en mécanique. Donc question 2, on avait un petit schéma que je vais vous refaire en vert ici, où on avait donc une ligne droite comme ça et un cercle. Bon, il est à peu près rond, on va dire. Comme ceci. Donc bien entendu, le schéma sur votre PDF est beaucoup plus joli. Donc on demandait la trajectoire 1 pour décrire le mouvement de Sarah. Et on demandait dans ce cas-là où se situait l'observateur qui aurait dessiné cette trajectoire.
Alors là, dans ce cas présent, trajectoire 1, ben, c'est quelqu'un qui est au bord de la piste cyclable. Voilà. Et pour la 2B, trajectoire 2 pour décrire celle d'un boulon de la roue du skate, ben, là, un boulon de la roue du skate qui tourne en rond, c'est forcément par quelqu'un. L'observateur se situe sur le skate. Là, vous allez me dire, ouais, mais monsieur, quelqu'un qui est sur le skate, il peut pas voir les roues. Je suis d'accord. Sauf que bah, c'est le seul endroit où on peut voir les roues tourner comme ça. Parce que si on est au bord de la piste, les roues, elles n'ont pas cette trajectoire-là. C'est un peu le même principe que le problème de la roue de la moto qu'on avait étudié en classe. Si vous vous rappelez, dans la vidéo qu'on avait utilisée pour l'activité d'introduction, il y avait le problème du mouvement de la roue. Ben là, c'est exactement la même chose. Donc voilà pour cette activité qui était relativement simple et qui poussait surtout à être dans une logique de réflexion par rapport au référentiel, où est-ce constitué et comment on calculait tout ça. Donc on va maintenant passer aux exercices 10, 11, 12 et 13 de la page 4 du PDF. Donc c'était des exercices, on vous demandait de calculer les vitesses moyennes. Donc on va voir ça maintenant. Donc dans l'exercice 10, on nous disait qu'un élévateur de déménagement monte une charge à une hauteur de 10 mètres en 20 secondes. Calculer la vitesse moyenne de déplacement de la charge en mètres par seconde. Donc là c'est très simple, la vitesse c'est toujours distance divisée par temps, ça c'est clair. Donc je la mets ici, mais elle est valable pour tous les exercices. Formule universelle qu'on avait vu dans un point à retenir. Vous la cadrez en rouge. Donc c'était vu dans un point à retenir en classe. Si vous vous rappelez, on l'avait fait au tableau. Je vous avais mis deux couleurs différentes pour vous indiquer les différentes unités qu'on peut utiliser dans cette formule. Là, on a des mètres divisés par des secondes, puisqu'on a 10 mètres en distance et 20 secondes en temps. Donc ça nous donnera du 0,5 mètres par seconde. Donc relativement facile cette première question, il n'y avait pas de piège. Par contre la deuxième, on avait des conversions en km/h et ça c'est légèrement plus difficile, mais vous allez voir que je vais vous donner une astuce qui va vous simplifier la vie. Alors l'astuce elle est très simple. C'est tout simplement si vous êtes en mètres par seconde que vous voulez aller km/h. Vous allez faire votre conversion. Il va falloir trouver un coefficient par lequel multiplier ou diviser pour aller de l'un à l'autre. Alors, l'astuce, elle est très simple. Le raisonnement, je vous l'explique, donc écoutez bien. Si vous parcourez 1 mètre en 1 seconde, par exemple, en 1 heure, vous allez parcourir 3600 fois plus de distance. Puisque, admettons, c'est un pur exemple. Vous faites 1 mètre toutes les secondes. Dans 1 heure, il y a 3600 secondes. Donc, dans 1 heure, vous ferez 3600 fois 1 mètre. Donc, vous ferez 3600 fois plus de distance. Donc, il y a déjà ça. Donc, ça veut dire qu'en 1 heure, vous feriez 3600 mètres. Et sachant qu'il faut 1000 mètres pour 1 kilomètre, on divise par 1000. Et donc, on passerait d'1 mètre par seconde à 3,6 km/h.
Donc, pour passer de mètres par seconde à kilomètre-heure, il va falloir multiplier par 3,6. Et inversement, si vous allez dans l'autre sens, vous avez le droit, c'est pas interdit. Dans l'autre sens, au lieu de multiplier, là, ça va être une division. Donc, pour aller de mètres par seconde au kilomètre-heure, vous multipliez par 3,6. Pour aller de kilomètre-heure mètre par seconde, vous divisez par 3,6. Je vous l'encadre en rouge, c'est pas un point à retenir en lui-même, mais c'est une astuce qui simplifie quand même nettement la vie. Donc, je dirais, gardez-la dans un coin de votre tête, ça peut toujours servir. Donc, maintenant que vous savez ça, pour faire la question B, on veut convertir 0,5 mètres par seconde en kilomètre-heure. Donc, on va pas s'embêter, on va multiplier par 3,6. On va donc trouver 1,8 km/h. Et voilà. Donc dans ce premier exercice, il n'y avait pas de piège. Pour les exercices suivants, c'est un peu le même principe, mais il y a peut-être quelques petites subtilités. Donc on va enchaîner avec le 11. Comme ça, vous aurez vraiment vu tout ce qu'on pourrait voir là-dessus. Donc là, on a un TGV qui a besoin de 3 minutes pour parcourir 14,3 km/h. Et on veut calculer la vitesse en mètres par seconde. Alors là, c'est déjà un petit peu plus délicat. 3 minutes, ça nous avance pas trop. Par contre, 1 minute, c'est 60 secondes. Donc, 3 minutes, c'est 180 secondes. Donc, on a déjà ça. Ensuite, 14,3 km. Eh bien, ça pourrait aussi être 14 300 mètres. Alors, pourquoi j'effectue ces conversions ? Tout simplement parce que pour calculer la vitesse en mètres par seconde, il faut diviser une distance en mètres par un temps en secondes. Donc, ma distance en mètres, 14 300. Mon temps en secondes, 180. Là, j'ai plus qu'à prendre ma calculatrice, à faire le calcul, et je vais obtenir mon résultat qui sera de 79,44444, etc. Donc, je vais prendre 79,4 mètres par seconde, puisque on ne nous impose pas d'arrondi particulier. Donc, je vais décider qu'un chiffre après la virgule, c'est pas mal, puisque dans ma distance en kilomètres, j'avais aussi un chiffre après la virgule, tout simplement. Donc, comme tout à l'heure, on nous demande de convertir ça en kilomètre-heure. Donc mon 79,4, je le prends, je fais pareil que précédemment, c'est-à-dire que je multiplie par 3,6. Et ça va me donner 286 km/h. Alors, au passage, là, j'ai trouvé une valeur exacte. Et on trouve une valeur exacte. 286 km/h, c'est la valeur exacte. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand on fait ce calcul, j'ai pas pris 79,4, j'ai pris 79,44444, etc. Si vous avez la possibilité de reprendre le résultat même quand vous avez une valeur approchée comme ça, reprenez toujours la valeur que vous a donnée la calculatrice. Sur la plupart des calculatrices graphiques, si vous tapez votre multiplication directe après, ça reprend la ligne du dessus. C'est avec la fonction REP sur les TI-83, sur la fonction ANS sur les Casio.
Donc c'est quelque chose qui se fait. Ou alors sinon, reprenez carrément 14 300 divisé par 180 fois 3,6 et vous obtiendrez 286 km/h. Je vous conseille de faire ça, ça évite les erreurs d'arrondi qui peuvent être fâcheuses. Donc voilà pour l'exercice 11. Ben, on enchaîne avec le 12. Pendant qu'on y est. Exercice 12. Donc dans l'exercice 12, on nous parlait d'un conducteur de semi-remorque sur une autoroute. Donc là, il maintient sa vitesse constante à 90 km/h pendant 12 minutes. Quelle distance a-t-il parcouru pendant cette phase de roulage? Alors là, on a une vitesse. Donc on a V. On a T, mais on n'a pas D. Donc là, produit, on croit. Hein, comme ça. Ça va nous donner que D, c'est égal à vitesse fois temps. Alors bien entendu, il faut que le temps soit dans la bonne unité, et là, c'est pas le cas. Donc 12 minutes, il va falloir convertir ça en heures. Donc 12 minutes en heures, c'est en fait c'est 12 soixantièmes d'heure, puisque dans une heure, il y a 60 minutes. Donc, voilà comment on fait. En 1 heure 60 minutes, on a 12 minutes, on divise... on fait 12 divisé par 60 et on obtient donc 0,2 heures. Donc maintenant qu'on a ça, on peut faire notre calcul de distance. Donc on aura du 90 fois 0,2 et on trouvera une distance qui sera de 18. Et ça, ce sont des kilomètres. Mon symbole kilomètre est très moche, donc on va le refaire pour qu'il soit bien beau. Et voilà. Donc, vous, si vous avez ce genre de calcul à faire, vous serez peut-être tenté d'utiliser d'autres subterfuges pour arriver à la bonne réponse. Pourquoi pas? Franchement, tant que vous arrivez à la bonne réponse, ça marche. Après, la méthode que je vous ai montrée là, dans cette correction, c'est la seule méthode qui mathématiquement est irréprochable. Si vous commencez à faire des raisonnements bizarres que vous pourriez être tenté de faire, on est sur des calculs un peu faits en mode boule de cristal. Donc voilà, en physique, on accepte, en maths, ça passerait pas, par exemple. Bien, donc si vous voyez pas de quoi je parle, c'est pas grave. Faites comme je vous ai montré, c'est tout aussi bien. On passe ensuite au numéro 13, toujours de la page 4. Encore un exercice qui nous fait manipuler la formule de la vitesse. Donc là, on nous parle du code de la route avec un temps de réaction pour un freinage de 2 secondes. On nous demande de calculer la distance parcourue par une automobile en 2 secondes lorsqu'elle roule à 130 km/h. Alors, là, la première chose qui serait intéressante de faire, puisqu'on a un temps en secondes et qu'on nous demande la distance parcourue sans nous préciser l'unité, c'est de convertir nos km/h en mètres par seconde. Ça va nous simplifier la vie. Et donc, on avait dit que si on voulait passer des mètres par seconde au km/h, on multipliait par 3,6. Et pour faire l'inverse, on divise par 3,6 et on aurait environ 36,1 mètres par seconde. À partir de là, on a la vitesse en mètres par seconde, on a un temps en secondes, donc on fait 36,1 fois 2 comme tout à l'heure. Vitesse fois temps nous donnera la distance. Et ça nous donne du coup une distance parcourue qui sera de 72,2 mètres.
Donc c'est environ, puisqu'on a une valeur approchée déjà dès le départ. Donc là, il nous resterait juste à mettre une phrase. La distance parcourue par une automobile en 2 secondes lorsqu'elle roule à 130 km/h est de 72,2 mètres. Donc voilà une belle phrase de conclusion que je vous conseille de faire à chaque fois. N'hésitez pas surtout, enfin je dis surtout, c'est valable en maths aussi, en maths comme en physique, à faire des belles phrases pour présenter vos réponses. Voilà pour cet exercice 13. Il nous reste plus que le 19 qui était page 5 qui lui était un problème. Donc un peu plus conséquent. Je vous avais dit qu'il n'était pas si difficile que ça. Donc on va le voir ensemble. Exercice 19. Page 5 du PDF. Et on commence, donc ça nous parlait de finale de Jeux Olympiques aux 100 mètres. On avait les temps des différents coureurs et en première question, on nous demandait de savoir qui avait gagné. Bien, pour savoir qui avait gagné, il suffisait de regarder celui qui a mis le moins de temps. Puisque celui qui gagne une course, c'est celui qui est le plus rapide, donc celui qui a le temps de parcours le plus court. Donc là, en l'occurrence, on avait Galtin à 9 secondes 89 qui avait le temps le plus... Enfin, un des temps les plus faibles. Mais il y avait aussi Bolt qui était à 9 secondes 81. Voilà pour les 2 temps les plus faibles. Les autres étaient à plus de 9 secondes 90. Donc on pouvait les éliminer. Et du coup, on regardait le chiffre des centièmes. C'est-à-dire que... ce tarif-là, c'est Bolt qui remporte la course. Bon, au passage, on parle du Usain Bolt, donc c'est... Si vous avez un peu l'idée des actualités olympiques, bon, même si ça date un petit peu, ça reste quand même un grand champion, donc pas surprenant qu'il ait gagné. Donc voilà. Ensuite, question numéro 2. Décrivez la course d'un athlète en utilisant les mots rectiligne, accéléré et ralenti. L'athlète accélère, un mouvement rectiligne, puis ralenti. Donc en mettant tout ça bien agencé pour faire une belle phrase de physicien, ça nous donne ceci. Donc on pourrait proposer la course d'un athlète est un mouvement rectiligne accéléré au début puis ralenti à la fin. Donc là il n'y a pas une bonne réponse, à partir du moment où vous arrivez à caser les 3 mots et à retranscrire l'idée, vous avez une réponse qui convient. Pour la B, sans calcul, désignez le concurrent qui a obtenu la plus grande vitesse moyenne. Le plus rapide, c'est celui qui a gagné, c'est celui qui a la plus grande vitesse moyenne. Il faut juste être logique. Donc du coup, plus grande vitesse moyenne, c'est notre ami Usain Bolt. Donc ensuite, dans un tableur, recopier ces données et programmer le calcul de la vitesse moyenne de chaque coureur en mètres par seconde, puis sa conversion en kilomètres/heure. Alors, je vais vous montrer comment on fait ça pour un seul des coureurs. À charge pour vous ensuite de le faire et de me le montrer sur votre tableur. C'est-à-dire que vous faites un fichier sur un tableur, donc Excel. Vous utiliserez ce que je vous aurais dit d'entrée à chaque fois. Et ensuite, vous verrez ce que vous obtenez. Et ça, vous me l'enverrez. Comme ça, je vous dirai si vous réalisez les choses correctement. Alors concrètement, votre tableur, il va ressembler à quelque chose comme ça.
Donc voilà, donc façon schématique. Hein, donc dans la première colonne, vous rentrez donc les temps. Ça, c'est à recopier. Vous pouvez prendre davantage de colonnes si vous voulez, hein, mais vous adapterez forcément en fonction de ce que vous voulez faire. Donc là, je vous l'ai fait en mode 5. Donc première colonne, les temps. Deuxième colonne, on calcule la vitesse, où ça sera donc 100 divisé par le temps. Puisque V, c'est distance divisée par temps. La distance, c'est 100 mètres. C'est toujours 100 mètres, donc on met directement le 100 dans la formule. Et le temps, on le trouve dans la colonne A. Donc, ce qu'on met là, c'est tout simplement la case qui est là. Donc, si vous n'êtes pas dans la colonne A, vous ne mettez pas A ici, vous mettez ce que vous avez. Et dans C, on prend la vitesse en mètres par seconde qu'on aura fait calculer à notre tableur et on la multiplie par 3,6 pour trouver des kilomètres heure. Ou cette formule-là. Alors je vous rappelle, quand vous êtes sur un tableur, si vous sélectionnez une case, vous aurez un petit carré noir ici. Si vous maintenez la souris dessus, que vous cliquez et maintenez la souris enfoncée, le bouton de la souris, vous pouvez descendre votre formule et la faire recopier dans toutes les cases en dessous, ce qui vous évite de la taper 8 fois pour les 8 coureurs. Donc voilà la petite astuce. Donc avec cette astuce, vous gagnerez du temps. Ensuite, du coup, en faisant tout ça, vous trouverez différentes vitesses et on vous demande en valider le vainqueur est-il bien celui dont la vitesse moyenne est la plus élevée. Bien aussi surprenant que cela puisse paraître, la réponse est oui. Le vainqueur est bien celui dont la vitesse moyenne est la plus élevée. Donc voilà pour ce problème. Il nous restait juste une seule chose, c'est la 5, rédiger le palmarès, médaillé d'or, d'argent et de bronze des jeux en précisant la vitesse moyenne de chacun. Et là, il fallait faire une phrase en disant le vainqueur ou le médaillé d'or est machin avec une vitesse moyenne de temps. Le médaillé d'argent est bidule avec une vitesse moyenne de temps. Le médaillé de bronze est truc avec une vitesse moyenne de temps. En remplaçant bien évidemment machin, bidule et truc par les 3 athlètes qui ont les meilleures vitesses. Donc ça c'est pareil. Si vous voulez faire cette question-là, rédigez-la, envoyez-moi ce que vous proposez avec votre tableur Excel sur cet exercice. Donc voilà, je vous précise simplement que je ne vais pas courir après vos travaux, vous me les envoyez, c'est bien. Comme à chaque fois, je gratifie tous les travaux que vous faites en plus. Et dans cette période-là, je vais vraiment être très généreux là-dessus pour ceux qui s'impliquent et qui bossent à fond. Donc si vous voulez avoir des points en plus, c'est une bonne façon de faire. Ceux qui le font pas, je dirais à un moment donné, c'est tant pis pour vous, vous assumerez au moment du devoir. Donc voilà pour ces exercices de physique qui nous permettent de voir un petit peu tout ce qui se fait au niveau mécanique pour les calculs les plus simples. Alors, il nous reste une chose à voir en mécanique, et comme on a un peu de temps là, je vais l'expliquer très rapidement. Donc c'est l'histoire du mouvement circulaire. Alors on a parlé de mouvement rectiligne la plupart du temps, on a très légèrement évoqué le cas des roues, c'était un peu en mouvement circulaire. Alors je reviens dessus parce qu'on n'en a vraiment pas beaucoup parlé, on ne l'a pas beaucoup évoqué. Alors il faut savoir, et je vous ai donné un polycopier sur lequel vous avez les indications, et d'ailleurs vous le retrouverez dans les compléments de cours si vous avez récupéré tous les fichiers sur le partage avant la fermeture de l'établissement. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me le demander, puisque je peux vous le renvoyer sans problème. Donc mouvement circulaire, c'est tout simplement un mouvement dans lequel on va décrire la trajectoire par un cercle. Donc à votre niveau, pour le moment, en termes de mouvement circulaire, à part le décrire, dire qu'il est circulaire, on ne vous demande pas d'en faire beaucoup plus.
Donc quand vous avez un mouvement circulaire, ben, les questions vont se contenter de rester sur de la description globale du mouvement. Donc si je vous en parle, c'est tout simplement parce que dans le devoir, il y a des exercices, un exercice en tout cas, on vous évoque un mouvement circulaire. Il ne faut pas paniquer plus que ça. Euh, Dans un mouvement circulaire, par dire que un cercle, dire qu'il peut être accéléré, ralenti, comme un mouvement rectiligne en fait. Voilà, il n'y a rien de particulièrement nouveau par rapport à ça, mais je sais que ça peut éventuellement surprendre ou poser quelques soucis, mais bon, voilà, il n'y a pas plus de difficultés que ça. Donc voilà pour la partie physique pour aujourd'hui. On va donc passer faire un petit peu de maths. Et voilà tout ce que je vous propose de faire. Alors, il y en a beaucoup, hein, je mets à faire pour jeudi, tout simplement, puisque jeudi, il y aura une vidéo avec la correction de ces exercices. Ça vous servira de cours pour jeudi. C'est un peu comme aujourd'hui, avec une vidéo correction, mais pour les maths. C'est sur le PDF d'exercices calculs commerciaux. Donc, comme pour la physique, si vous n'avez pas ce PDF, n'hésitez pas à me contacter pour le demander. Normalement, vous devez l'avoir sur vos ordis. Donc c'est des exercices qui sont très courts, c'est des applications directes de ce qu'on a vu, donc ça fera pas mal de petites mises en pratique très simples des calculs commerciaux. Au stade où on en est actuellement sur le chapitre là, ça doit être de l'acquis maintenant. Donc il ne doit plus y avoir de difficultés sur ce genre d'exercice. Donc essayez d'en faire un maximum, au moins d'en avoir regardé une grande partie, voire pourquoi pas l'ensemble, pour que jeudi la correction puisse se faire. Donc à ce sujet d'ailleurs, jeudi il y aura une seule heure au matin et je vous rappelle par rapport à votre planning de la semaine que il n'y aura pas de diffusion de cours vendredi puisque c'est l'heure que je vous laisse pour faire le DS référentiel et mouvement. De même que jeudi, d'habitude, dans votre emploi du temps, si on s'y réfère, il y a 2 heures de co-intervention. Je ne vous proposerai que la correction des exercices calculs commerciaux pour vous laisser du temps pour pouvoir bosser sur ces exercices. Ça sera des maths pures, certes, mais on ne peut pas faire co-intervention à distance. Donc, vous aurez de quoi faire pour le jeudi matin. Et autre chose par rapport à la semaine prochaine, si vous trouvez qu'il y a beaucoup de choses à faire, que vous vous sentez perdu, que vous n'y arrivez pas, encore une fois, c'est partie des choses que vous pouvez me dire. Faut pas hésiter. Moi, tant que j'ai pas de nouvelles de votre part, on avance par rapport à un rythme que j'estime être correct. Si vous vous sentez submergé par l'ensemble des choses qui sont demandées, que vous voudriez avoir plus de temps pour travailler sur des exercices, pas de souci, dites-le simplement, communiquez, c'est important. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc profitez du temps qui reste sur l'heure pour commencer des exercices calculs commerciaux, essayez d'en faire un maximum, de bien travailler tout ça pour que jeudi vous puissiez à nouveau les travailler grâce à la correction et essayer de comprendre un maximum de ce qui a été fait. Sur ce, bonne journée.